Bonjour Simon Critchley. Bonjour. Les philosophes meurent aussi. C'est le titre que vous avez choisi de donner à votre livre qu'on trouve chez François Bourin, éditeur, en tout cas dans la traduction française, et dans lequel vous relatez la mort de près de 200 philosophes. Alors c'est un livre à la fois drôle et intelligent, on peut le lire comme une anthologie d'auteurs à caractère anecdotique, qui s'assume comme tel, mais le livre est bien plus que ça, puisqu'il part de la mort des philosophes pour montrer comment le rapport des philosophes à leur propre mort nous dit quelque chose en réalité sur la philosophie elle-même et même sur l'histoire de la philosophie. Et le paradoxe inhérent à cette question de la mort, en fait, c'est tout simplement celui tout le monde craint la mort. Parfois, on peut être terrorisé par la mort. Et cependant, si l'on pouvait vivre éternellement, s'il y avait un prix à payer pour la vie éternelle, qui serait prêt à le payer? Personne. C'est que l'immortalité, finalement, nous effraie autant que la mort. Oui. Est-ce que c'est pas ça le paradoxe? Oui, mais l'immortalité terrestre serait horrible. Oui. Il y a une histoire de Jonathan Swift dans le Gulliver's Travels, dans le livre 3, où il raconte le voyage de Gulliver, oui. Le voyage de Gulliver, voilà. Où il raconte les histoires des gens qu'il appelle les Struldbrugs. Et ces Struldbrugs sont marqués avec une tache noire sur le visage. Il vit éternellement. Il vit, c'est une immortalité terrestre. Et c'est une vie épouvantable. Oui. On trouve les Struldbrugs assis dans les coins. Ils ne comprennent rien de la langue. Ils n'intéressent à rien. Donc, notre désir pour une immortalité corporelle ou terrestre, c'est vraiment notre problème aujourd'hui. Pour nous, c'est la longévité qui est devenue notre présupposé de la vie. Et une chose qui arrive de cette histoire des mots des philosophes, et pourquoi la longévité est-elle en soi un bien? Oui. Mais ça, c'est quand même un positionnement qui est proprement occidental, il me semble. Dans la mort des philosophes que vous relatez, donc vous évoquez, il y a certaines morts de sages orientaux, il me semble, des saints également, mais ça reste quand même une conception qui est proprement occidentale de la mort. Oui et non. J'ai voyagé en Chine il y a 4 ans et j'ai fait un peu de recherche sur le philosophe classique chinoise et on trouve à peu près pas les mêmes positions, mais les positions parallèles que ce qu'on trouve dans la philosophie occidentale. Donc, je ne sais pas. Je pense que il y a une certaine, je sais pas, occidentalisation de la mort. Et ça c'est un problème parce que nous avons perdu, à mon avis, nous avons perdu les rituels, les rites autour de la mort. Nous ne savons comment faire face à la mort. Nous savons qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut dire, quels sont les mots qu'il faut utiliser quand quelqu'un est mort. On ne fréquente pas les cadavres, oui. Et ça, donc la mort dans le monde, dans l'Occident, est devenue quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas en face. Et ça, c'est un vrai problème pour nous. Mais est-ce que le problème n'est pas équivalent en face, justement, si on prend l'exemple, vous semblez déplorer l'absence de rituels et de termes pour évoquer la mort. Si l'on prend l'exemple des livres et des morts, par exemple, des Égyptiens ou Tibétains, ces livres qui décrivent minutieusement les rituels nécessaires pour se préparer, pour se préparer à la vie après la mort, en réalité. Est-ce que là, est-ce que ce type de rituel-là n'a pas pour conséquence de faire de la mort une illusion? Oui. En affirmant que la vie va continuer après la mort, est-ce qu'elle n'enlève pas à la mort sa réalité première? Oui, je pense que la popularité énorme actuelle pour le livre des morts tibétains ou égyptiens, c'est que ces livres-là, qui sont magnifiques, décrivent de manière très détaillée le passage de cette vie à une autre vie. Oui. Et le présupposé de ces deux livres-là, c'est que la mort est illusoire. La mort, c'est une illusion. Et mon thèse dans ce livre, qui est très simple, c'est que la mort est réelle.
Oui, c'est une réalité qu'il faut faire face. Et donc, il y a quelque chose, et la philosophie est quelque chose qui pourrait nous souvenir de cette réalité-là. Qui nous rappelle cette réalité. Oui, Alors, voilà. cette réalité, vous l'affirmez, vous effectivement, vous essayez Oui. de la concevoir de face, mais ça ne vous empêche pas pour autant d'en rire, puisqu'il faut quand même le dire, dans ce livre, il y a des passages de mort qui sont très drôles. J'en cite quelques-uns juste pour exemple. Hypatie d'Alexandrie fut lapidée par une foule de chrétiens fanatiques et écorchée vive avec des coquilles d'huîtres. Oui. Boès subit d'atroces tortures avant d'être tué à coups de gourdin sur l'ordre du roi ostrogoth Théodoric. Jean Scott Erigen, grand philosophe irlandais, fut battu à mort par ses étudiants anglais. Avicenne succomba à un excès d'opium après un rapport sexuel un peu trop intense. Thomas d'Aquin est mort à 40 km de son lieu de naissance en se cognant la tête contre une branche d'arbre. Et Diderot est mort étouffé par un abricot. Merci beaucoup Simon Critchley. Le titre de votre livre, c'est Les philosophes meurent aussi. Alors c'est un ouvrage composé d'articles courts qui recensent tous la disparition d'un certain nombre de philosophes et qui viennent souligner le lien existant entre leur mort et leur pensée fondamentale. Vraiment, lisez-le, c'est passionnant. Ça se lit à la fois comme une anthologie, mais également presque comme un roman. Et aussi, on a vraiment une réflexion sur notre conception, notre rapport à la mort aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre, c'est Les philosophes meurent aussi. On trouve ça chez François Bourin, éditeur.